Allez, je suis avec Julien, on va vous présenter les foils Ypra Race, Ypra Slalom. Julien est responsable de ces foils avec Thomas qui est derrière nous, qui est designer, qui a pris la suite de ce que j'ai pu faire toutes ces dernières années avec brio. Lui, pas moi. Mathieu et David derrière la caméra. On va vous parler du coup du foil Ypra Race en mât de 112 et Ypra Slalom en mât de 107. Grosse différence, vous avez vu le lancement du fuselage V3, fuselage auto-serrant. On vient s'appuyer sur deux faces, donc on est auto-serrant devant, derrière, et on a une section qui nous permet de gagner en glisse. On gagne 12% en glisse juste sur cette section-là par rapport à une section carrée ou rectangulaire précédente. Sur le foil de race, on a voulu aller encore plus loin puisqu'on a voulu réduire les diamètres. Donc on l'appelle le micro V3. Donc le micro V3, c'est un diamètre encore inférieur, une assise de l'embase de mât qui est plus longue pour avoir un calage qui est encore plus précis, encore plus puissant, et une très belle anodisation. Magnifique couleur. Pour le différencier, c'est un très très beau fuselage. Sur l'avant, donc ça c'est la partie avant du fuselage, on a à nouveau ce principe d'auto-serrant, mais on est aussi conique. Donc quand on rentre la front wing dessus, on est serrant dans ce sens-là et on est aussi conique dans le sens de l'enfilage, ce qui n'est pas le cas de celui-ci. Donc on a des ajustements sur le micro V3 qui sont très très précis. On a aussi réduit le nombre de vis. On a 2 vis sur le micro V3 alors qu'on en a 3. Voilà, ça ne se voit pas avec l'étiquette, mais on en a 3 sur le V3. Donc ça, c'est la principale différence qu'il va y avoir entre le montage du Ypra Slalom et du Ypra Race. C'est que le Ypra Race nécessite d'être traité comme un ensemble, comme un tout. On ne peut pas combiner des morceaux de l'Ypra Race avec tout le système V3. Donc on a, en termes de développement, on a commencé par faire le foil de race pur et dur. D'abord pour gagner toutes les courses que vous avez vues gagnées par le team cette année. Donc ça veut dire quand même un podium de 3 places avec 3 gongs, 3 types de chez nous brillants qui trustent ces 3 premières places et qui le font, et je pense que c'est la première fois dans l'histoire, première fois qu'il y a les 3 premières places qui sont occupées par un team et une marque, et 3 premières places occupées par les wings, les planches et les foils d'une même marque. Donc ça, c'était un vrai défi qu'on a relevé ensemble avec Thomas sur le design du foil Ypra Race. C'était vraiment compliqué d'arriver à réussir ce pari. Ça, c'est la base du développement, le Ypra Race. Et ensuite, ce qu'on a voulu faire, c'est une version plus cool, plus abordable et surtout compatible avec tout le système V3 de ce foil-là. Ouais, vraiment, là, on est sur les mêmes systèmes que tous les systèmes que vous connaissez en V3 maintenant. On a un fuselage qui est parfaitement compatible. Quelles sont les différences entre le foil Ypra Race et le foil Ypra Slalom? Globalement, il n'y en a pas beaucoup. Ça va être un positionnement de curseur. On a des profils sur l'aile avant qui sont quasiment identiques, si je ne me trompe pas. Ils sont simplement scalés de manière à avoir ici un foil plus cool avec un abord beaucoup plus simple en termes de décollage, en termes de tolérance à basse vitesse, sur les tacks, sur les jibes. On a quelque chose qui est beaucoup plus simple à driver sur le modèle slalom, alors que sur le modèle race, on est sur une lame. On va vraiment viser des vitesses maximales, des remontées au vent à très très forte vitesse avec des angles importants. On a un mât en 112 au lieu d'avoir un mât en 107 pour pouvoir mettre encore plus d'angles au vent. Contre-JT, poussé dans le foil. Donc on a globalement souvent la même question, c'est pourquoi j'ai eu ces questions-là sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Pourquoi le Ypra Slalom va plus vite que le Veloce, par exemple, alors qu'il est relativement, peut-être même plus épais ou aussi épais que le Veloce. En fait, c'est simplement
une question de stabilité. Alors on le voit, on a des stables très différents. Les stables de race et de slalom sont beaucoup plus calés. Ils ont des ailettes sur les côtés pour venir se caler dans les 3 dimensions et venir pousser beaucoup plus fort. Et donc la différence avec un Veloce qui va être un foil qu'on va vouloir beaucoup plus libre, où on va pouvoir vraiment... Le Veloce est un foil de free fly, globalement, c'est un foil avec un glide extrêmement important. Là, à l'inverse, ce qu'on va vouloir avec ces 2 foils-là, c'est avoir un foil sur lequel on peut pousser à l'infini. Un qui est super facile, ça reste vraiment franchement très très simple, le Ypra Slalom, et un qui est le summum du summum, donc forcément plus complexe, qui est le Ypra Race, avec ses mini-sections et son profil relativement fin. On voit que sur le race, en fait, on a essayé de pousser l'optimisation à l'extrême et vraiment avoir quelque chose qui est prévu pour les performances. Et c'est pour ça qu'on n'a aucune déco aussi sur l'aile. Ouais. On a tout ce qui est travaillé au niveau de l'hydrodynamisme. Donc on est vraiment allé jusqu'à l'extrême ce quart de rond performance. Là, qui va beaucoup plus loin que, si tu veux bien, regarde le montrer celui-ci, les mettre côte à côte. On a un quart de rond sur le modèle Race qui va améliorer l'hydrodynamique très sensiblement, alors qu'il est plus limité sur le modèle Slalom, parce qu'on est sur un fuselage V3 qui a besoin d'être court pour accepter aussi des systèmes freestyle, des systèmes oui, surf. La connexion elle est beaucoup plus longue, alors je ne sais pas si on arrive à le voir entre les deux. Hop là. Donc là avec le modèle de race, on a vraiment une assise, on peut vraiment... Je crois que le mot-clé c'est le mot qu'utilise Francesco, champion du monde. Le plus souvent c'est push quoi. Avec un foil comme ça, on peut pousser hyper fort. Et petite différence aussi, c'est entre les mâts. On a sur ce mât-là 2,5 degrés d'angle dans la platine. Donc on est très nose-up, on peut vraiment pousser jambes avant comme un malade. Là on a 1,5. C'est plus cool, ça reste plus sage. On m'a posé la question, est-ce que ce foil-là, par exemple, le slalom, marche en free fly et en downwind? Oui, ça marche. Est-ce que c'est son programme? Absolument pas. Pour autant, dans les épreuves de slalom, il y a une petite portion de pumping obligatoire, donc évidemment, ça marche très bien. Mais clairement, on n'axe pas la performance sur ce sujet, sur un foil comme ça. La performance sur un foil comme celui-ci ou comme celui-là, c'est aller le plus vite possible, up and down, et puis être le plus confortable possible à très haute vitesse. Ce qui veut dire qu'on n'a pas forcément des profils qui sont fins. On a des profils qui sont surtout hyper tolérants, dans lesquels on peut vraiment avoir confiance. On a des profils et des ensembles, des architectures qui ne twistent pas, qui ne se tordent pas. Et du coup, on peut vraiment pousser super fort sans avoir quelque chose qui bouge dans tous les sens et dans lequel on n'aurait pas assez confiance pour aller encore plus loin, encore plus fort, replacer cette petite accélération avant la bouée, juste avant d'attaquer. C'est ça qui fait la différence sur ces foils-là, c'est qu'on peut être dans un grand confort à des vitesses où habituellement, avec un Veloce ou avec autre chose, avec un ancien Ypra S, on aurait été un peu sur des œufs, sur la retenue, un peu tranquillou bilou, parce que ça commence à se compliquer et ça peut partir en zipette assez facilement. Là, c'est pas le cas. Là, on pousse, 35 nœuds, on pousse. Et vraiment, c'est nous la limite, quoi. C'est qu'est-ce que j'applique comme force. Donc ça, couplé à... J'ai une Pulse Race qui est derrière vous. Ça, couplé à une Pulse Race, c'est absolument phénoménal. Est-ce que vous avez des questions, David, Thomas, des éléments? Est-ce qu'il y a une différence de techno entre les mâts HM107 et les mâts Ypra? Oui, donc on voit qu'on a des finitions qui sont différentes. Donc là, on est sur un tissu aussi 12K. On voit sur le motif à damier un petit peu, et là, on est sur un tissu 3K. Donc on voit un motif plus fin. Et intérieurement aussi, il y a des différences pour essayer de tirer le maximum de raideur de ce mât 112. Donc on a des petites différences sur les constructions pour encore une fois aller jusqu'au bout de ce qu'on peut faire en termes de performance sur vraiment quelque chose qui est orienté vraiment en compétition, quoi. Sans rentrer dans les détails, je pense qu'on peut dire que celui-ci est un mât moussé avec une âme intérieure qui sert à venir écraser et comprimer les fibres autour de cette mousse.
Il y a quelques histoires de longerons que je vais évoquer sans rentrer dans les détails. Celui-ci, si je ne me trompe pas, il est absolument plein, full carbone, et avec un carbone absolument spécifique. Donc pour qu'il n'y ait pas de confusion, on a une enveloppe extérieure qui est différenciante aussi, avec ce 3K qui est plus fin. Mais c'est surtout à l'intérieur que se passe la grosse différence. On a quelque chose ici qui est full carbone. Il n'y a pas de moussage, hormis quelques petits points très particuliers que j'évoquerai sans rentrer dans les détails. On est sur quelles épaisseurs respectivement? Sur les deux mains, on est sur les mêmes épaisseurs, donc 13,5. Sachant que la section inférieure est constante, parce que c'est elle qui va être en interface avec l'eau. Et la section supérieure, on la voit, elle a une corde un peu plus importante pour gagner en rigidité. Et celle-là, par contre, c'est celle qui va être en dehors de l'eau quand on va naviguer. Donc il y a plus la fonction de transmettre les efforts à la partie inférieure. Et puis, cette augmentation de la corde, c'est aussi lutter contre le problème qui me semble numéro un, c'est pas la flexion, c'est pas le fait que le mât se plie. Ça, c'est quelque chose qui est assez simple à réduire. C'est surtout la torsion. La torsion qui fait que quand on soulage un appui pour rentrer dans un autre, il faut que le foil soit tout de suite avec nous. Il ne faut pas qu'il ait un petit temps de retard à sortir de son ancienne assise pour rebasculer dans l'appui suivant. Donc ça, c'est un travail qui est très important. On n'est pas forcément axé beaucoup sur la flexion parce que c'est un problème qui, pour nous semble résolu par rapport aux demandes du team. Encore une fois, un team qui fait 1, 2, 3 en championnat du monde sur une moyenne annuelle, ce qui est exceptionnel. Et en revanche, la flexion est résolue, mais la torsion, cette espèce de cisaillement là, ça c'est quelque chose qui est pour nous absolument fondamental en termes de sensation et du coup de confiance. Est-ce que je peux pousser encore hyper fort? Est-ce que si je tape une halte, je vais pouvoir me sortir de cette situation? Ou est-ce que je vais partir en zipette parce que tout part sur le côté? Non, là on a quelque chose qui est extrêmement fiable en termes de je contrôle ma direction, quoi. Ma trajectoire est parfaitement sous contrôle. Donc, je trouve personnellement, en tout cas, que le flex est plus quelque chose qui donne un petit temps de latence, alors que la torsion est quelque chose qui donne une imprécision dans la gestion de la trajectoire. Donc moi, je lutte en permanence contre la torsion, je ne supporte pas ça. Il faut savoir que pour étayer ça, en fait, on teste les mâts avec des machines spécifiques qui permettent de tester la flexion et la torsion et qui nous permettent d'optimiser les constructions avec des valeurs pragmatiques pour se dire, voilà, là on a un résultat qui est meilleur et on a quelque chose de vraiment mesuré, quoi. Tout ce travail au banc d'essai, c'est un travail qui est extrêmement long. C'est aussi ce qui justifie l'écart de prix qu'il peut y avoir entre un crossover et un foil comme le Ypra Race. Il y a deux choses qui expliquent la différence de prix. La première, c'est qu'on utilise des matériaux, un R&D qui sont consommateurs d'énormément d'énergie, de temps et de moyens. Quand on passe des dizaines et des dizaines de mâts au banc, quand on fait des dizaines et des dizaines de prototypes d'ailes, à la fois en numérique, à la fois en réel, pour arriver à un résultat comme celui-ci qui est de gagner 1, 2, 3 en Coupe du Monde. Évidemment, ça a un coût. L'autre coût très important, c'est que quand on va vendre 100 foils comme celui-ci, on va en vendre 5000 en crossover. Donc forcément, l'amortissement des moules, l'amortissement de tout le boulot que les gars ont fait autour de ces foils, il faut le répartir sur un nombre d'unités nettement inférieur. Donc il y a une différence de prix qui, par les matériaux, par la R&D, par l'amortissement, est forcément significative pour quelque chose qui, de base, se ressemble. Mais dans les faits, il y a un investissement qui est considérable sur ce genre de produit très haut de gamme. Gong aujourd'hui est très différent de ce que Gong était. On a conservé l'ADN de la marque qui est de proposer des produits d'entrée de gamme. Là je vois, on a une clubber qui est d'une technologie absolument dingue à moins de 400 €. On a des foils en fibre de verre. Si je prends des foils comme ça qui sont à des tarifs absolument imbattables, c'est record quoi.
c'est un foil qui marche hyper bien. Donc ça, c'est l'ADN de Gong. Mais c'est pas un ADN limitant. Moi, je veux pas que Gong soit le roi du pas cher. Ça m'intéresse pas du tout. Gong, ça doit être le roi du partage d'une passion. On doit être l'élément moteur pour que tout le monde trouve des trucs super cool à des tarifs abordables et avec des technologies accessibles ou ultra pointues. Donc voilà, on ne se limite pas dans le spectre. Créer un foil de race, c'est un défi que peu de marques relèvent. Un foil de race avec autant d'ambition, il y a généralement que des spécialistes qui font que ce foil de race et ils le font très bien. Nous, c'est notre version et elle a gagné. Donc on l'a plutôt pas trop mal fait non plus. Voilà. Bravo Thomas. Bravo Julien. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'il y a un ajustement entre le foil qu'avaient Francesco, Bastien et Julien sur le podium, et celui qu'on a sous les yeux, qui sera Alors là, posé en prod? la seule différence, c'est que celui-ci est démontable. On a fait, pour aller vite dans le prototypage, on a fait des avions complets que vous voyez sur les photos. Et puis petit à petit, on a voulu revenir à quelque chose qui est utilisable. Il est vert maintenant. Il varie avec la couleur, Hein, c'est fou. avec la lumière. On a voulu faire un foil qui soit transportable, parce qu'un avion complet à transporter, c'est une galère sans nom. Sans l'abîmer, c'est l'enfer. Parce que ça fait 70 de large, donc c'est en moyenne, donc c'est plus large que la planche, donc c'est une galère. Donc on voulait un foil de race ultra haute performance, mais parfaitement démontable pour le transport. 2, pour pouvoir ajuster tes ailes avant, arrière à tes besoins. Et puis 3, pouvoir changer si jamais tu casses une pièce. Se rentrer dedans à une bouée, c'est quelque chose qui n'est pas rare quand même. Donc malheureusement, il va falloir réparer une aile avant, tout se répare, hein, c'est du composite, il n'y a pas de problème, mais sauf qu'il va falloir l'immobiliser. Donc si tu immobilises juste un tiers de ton avion au lieu d'immobiliser l'intégralité, c'est quand même beaucoup plus simple. Et puis ça permet aux gens aussi de jouer à ajuster des choses, parce qu'il y a beaucoup de stabs au détail, il y a beaucoup de front wing. Là, chez la liste, elle est quasiment infinie. Il y en a On a 4 front wing 4 pour de la race race et 5 de 5 slalom. de slalom. Donc on va de 430 à 900 en termes de surface sur l'aile avant. C'est monstrueux, c'est un range qui est énorme. Donc pouvoir tout démonter plutôt que d'à chaque fois racheter un ensemble complet qui coûte le prix d'un ensemble complet, ça ne me semblait pas possible en grande série. Donc voilà, c'est la seule différence. En termes de forme, en termes de profil, en termes d'angulation, il n'y a pas de différence. Est-ce qu'on parle Les tailles, ouais. des angles? Les angles. On va proposer aussi des fuselages avec comme on le fait depuis quelques années sur le foil V3, on va proposer des fuselages avec un angle qu'on peut acheter de manière différente. On va pouvoir mettre un petit degré ou un deuxième pour, si vous avez un stab et une aile avant, vous voulez un petit peu plus de pied avant, vous prenez un fuselage avec 1 degré de plus à l'arrière. Et vous aurez quelque chose qui sera encore plus puissant. C'est des petits ajustements, c'est pas obligatoire. Le système qu'on a là, que je te montrais David, il est parfaitement fonctionnel. Sauf que ce qu'on veut, c'est que les gens puissent jouer et faire les choses à leurs mains. On n'en navigue pas du tout tous de la même manière, on a chacun notre délire. Donc voilà, on a des choses ajustables. Est-ce que tu as d'autres questions? Tu évoquais le défi que représentait de couvrir un podium complètement avec du matos Gong, et notamment en termes de foil. Tu as évoqué la torsion du mât. Est-ce que c'était le chantier le plus important pour atteindre ce niveau de performance, ou est-ce qu'il y a eu de multiples itérations du foil de la Frontier? Les deux en fait, il y a eu de multiples itérations, principalement digitales, numériques, que Thomas a piloté. Le gros défi en fait, c'est de faire gagner un gars qui fait 70 kg et un gars qui fait 90 kg avec le même foil. Donc on s'est concentré sur une taille, ce qui ne leur a pas permis de gagner toutes les courses qu'ils auraient voulu gagner. Mais là, on arrive avec 4 tailles. Et là, on va pouvoir commencer à causer, je pense. Les gars sont chauds de chez chaud. Et là, on va pouvoir avoir des team riders qui ajustent, qui passent d'une 430 à une 540 en fonction
du feeling qu'ils ont, du vent qu'il y a, et ainsi de suite. On va remonter encore, je pense, d'un cran en termes d'adéquation. Donc aujourd'hui, le résultat qu'on constate, c'est un résultat où les team riders se sont adaptés à une taille clé. La production en série fait qu'on va avoir encore plus d'ajustements et qu'ils vont encore pouvoir progresser. Sur la taille clé, je pense que c'est important aussi aujourd'hui sur le foil de race. On n'a pas la même codification que sur les autres avec les tailles SML. On est sur vraiment la surface de l'aile avant. Donc l'aile standard, on va dire, c'est la 540, qui est celle avec laquelle ils ont gagné, qui permet de couvrir la plus grande gamme. On a une aile un peu plus grosse, la 670, qui permet de naviguer dans des conditions un peu plus light. Et après, les deux plus petites ailes qui sont peut-être un peu en complément ou sur des gabarits qui sont plus légers. Donc voilà, l'aile phare, c'est la 540 qui va convenir à la plus grande partie des riders. Ça tend à évoluer vers quelque chose de plus petit quand même. Globalement, on voit qu'en course, plus ça va, plus c'est... Enfin, avec les planches qu'on a et les wings qu'on a aujourd'hui, on vole dans absolument rien. Donc, utiliser une 540, c'est devenu d'une banalité affligeante. Tout le monde arrive à faire voler une 540. Une 430, ça vole tôt aussi, quoi. C'est quelque chose qui peut être utilisé par un très grand nombre de personnes. Souvent, on me dit, mais est-ce qu'il faut, on m'a posé la question la semaine dernière, est-ce qu'il faut 15 nœuds pour faire voler un de ces foils-là? Non, les gars, à 6-8 nœuds, ils volent sans problème, quoi. Alors, ils ont la technique, ils ont tout ce qui va avec, ils ont une grande wing, ils savent pomper comme des dingos, mais ça vole, quoi. Ça vole, ça passe des molles dans des plans d'eau. Enfin, on va au lac de Garde, c'est l'enfer sur Terre, quoi. C'est que des refusantes, c'est des moments où il n'y a rien, et ça marche. Ça marche. Donc, ça marche aussi parce que ça génère vachement de vent apparent. Donc, dès qu'on a décollé, ça accélère tellement fort que tout de suite on a du vent dans la wing, tout de suite le foil est soufflé, et puis on avance, quoi. D'autres petites questions? Pas d'autres petites questions? Et ben voilà, ces foils-là sont en ligne. Ils sont extrêmement performants. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils sont performants parce qu'ils sont extrêmement faciles. Facile, pas au sens je débute, mais facile au sens j'ai confiance. Je peux appuyer, je peux pousser fort, ça ne fera pas de mauvaise surprise. Donc c'est ça vraiment le point clé de ces foils-là, c'est que ce sont des foils qui vous mettent bien, quoi. Vous êtes serein et allez vite en étant serein, franchement, c'est vraiment un gros kiff. Donc je vous invite à tester ça avec Gong et puis on en reparle sur les réseaux. Ciao! Ciao!